Va vous présenter son livre avec sa fille Sophia qui est à ses côtés. Et je voudrais juste dire deux mots sur l'auteur. Temur Bablouani est bien connu pour les Géorgiens. Les Géorgiens l'ont découvert dans les années 1980 comme scénariste, le réalisateur, auteur des films La migration des moineaux, Le Frère, Les Soleils des Insomniaques. D'ailleurs, ces films ont été récompensés en 1993 au Festival de Berlin par l'Ours d'Argent. Mais il a fallu attendre 30 ou 40 ans pour que les Géorgiens découvrent un autre talent de cet homme, celui d'un écrivain, d'un romancier. Son roman a paru en 2018 à Tbilissi chez l'éditeur Bakur Suakauri, avec, si je ne me trompe pas, environ 50 000 exemplaires vendus. Il est devenu très vite un best-seller. Et la critique et le lecteur ont été unanimes, malgré le grand volume. Voici le livre, l'édition originale. Plus de 500 pages, le roman se lit d'une seule traite. On suit volontiers l'auteur dans les dédales de l'Union soviétique. On parcourt avec le protagoniste des milliers de kilomètres. On le suit dans la toundra, dans la taïga. On descend avec lui sous la terre, dans les mines. Et on rêve du ciel. On passe avec lui 50 ans. Assurément, l'auteur, il sait tenir le lecteur en haleine et il manie très bien sa plume. Et puis, quel vent de fraîcheur, cette simplicité de la narration, cette légèreté, cette fluidité. On n'a nul besoin de s'écrier comme la bruyère auprès de son personnage aristocrate. Ayez, s'il vous plaît, un langage simple. Mais derrière cette simplicité voulue, il a la complexité. Ce qu'on appelait à l'époque de Madame de Lafayette la nature humaine, à l'époque de Balzac la comédie humaine, à l'époque de Malraux la condition humaine. Et quand les critiques français qui ont applaudi les romans, on parlait d'Ulysse, on parlait même du docteur Givago. On peut infiniment étendre cette liste. Pourquoi pas les contes Monte Cristo, Martin Eden ou même David Copperfield, tous ces personnages qui ont voyagé, qui ont souffert, qui ont aimé, qui ont erré, qui ont appris quelque chose. Judith Andronikashvili sûrement ressemble à des centaines de personnages littéraires, mais en même temps, c'est un garçon qu'on pouvait sûrement trouver, on pouvait trouver des centaines de Judées dans les rues de Tbilissi des années 1960 où sa jeunesse passe. Il ressemble à ces garçons dont la vie a été brisée par les rouleaux compresseurs du système soviétique. La violence, la marginalité, le décor carcéral, voici les abysses et les épouvantes de la vie réelle que l'auteur nous décrit. Le lecteur géorgien qui garde encore les souvenirs frais du passé soviétique comprend bien Judée, qui doit chercher, qui doit acquérir la liberté. La liberté s'obtient à le prix. Il a le prix à payer pour la liberté. Mais ce n'est pas tout. La liberté, il faut garder. Il faut la garder et il faut apprendre à vivre avec, ce qui est le plus difficile encore. Et ça peut engendrer la liberté individuelle qui est l'aspiration perpétuelle et l'aspiration collective aussi d'un peuple entier. Mais la liberté, c'est un engagement aussi. Et voici comment, je vais vous lire juste quelques phrases, comment Judée réfléchit, enfermé dans sa cellule. Il dit, d'ailleurs, pendant toutes ces années,
je m'étais habituée à cette vie de prisonnier. Un jour, à ma grande surprise, j'ai découvert que la pensée de la liberté m'inspirait de la peur. C'était une peur inconsciente face à quelque chose de grand que j'avais déjà oublié, qui m'était devenu étranger. On assiste à une permanente mutation du personnage, de la société dans laquelle il vit et aussi de son environnement. Les modèles se brisent, changent, les objets s'émiettent comme ces petits bouts de papier restés dans la poche qui sera lavé et disparu. L'identité se transforme. L'écrivain, il sait jouer avec le lecteur. La frontière entre le réel et l'imaginaire s'estompe. À chaque fois quand le lecteur a l'impression de toucher, de s'approcher de cette frontière, la frontière se décale, s'échappe et le réel et l'imaginaire s'entremêlent. L'écrivain a recours à plusieurs types de modèles de romans, à compter allant du roman d'aventure jusqu'au roman noir, très à la mode aujourd'hui, en passant par les romans initiatiques que la critique française a mentionné, et sans oublier les contes. Et vous allez découvrir que l'histoire de Judée répète la structure classique du conte, le manque initial, le départ, les épreuves, le retour. Et on assiste à un double développement. D'un côté, il y a le développement de l'histoire personnelle, de l'histoire avec le grand âge de l'histoire, mais de notre côté, on voit la reconstruction de la personnalité de Judée qui est différente après chaque épreuve, finalement pour devenir celui qui va prendre sa plume et qui va nous raconter son histoire. La narration prend la forme d'une confession, c'est une autofiction, et on entend deux voix. Il a un décalage temporel, d'un côté entre le temps des faits, et de l'autre côté, il a le temps quand le fait se passe, et de l'autre côté, il a le temps de la narration. Et cette double temporalité crée deux voix. Le premier narrateur, c'est un garçon qui vit les faits, et il est naïf. Son langage puise dans l'argot, dans la langue parlée. Les structures grammaticales, syntaxiques sont plutôt simples, mais d'un autre côté, on a le narrateur, un homme expérimenté qui nous raconte son histoire. Son style est plutôt lyrique, plutôt introspective, et cette double narration rend les romans très, très lisibles, très fluides, très faciles à lire, et évite la monotonie qui est souvent le défaut des romans de cette taille. Je vais passer la parole à Sonia, ou plutôt à Timothée, qui va vous lire un extrait de ce roman. Sibérie, années 70. Le tunnel était haut et large, en pente. J'allumai ma lampe, avançai. Au bout de 500 mètres, j'entendis le clapotement de l'eau et sentis que l'espace qui m'entourait n'était plus le même. Le tunnel était terminé. Je continuai à marcher et peu de temps après, je débouchai sur un chemin fait de planches de bois, étendu sur au moins 100 mètres carrés. Les planches étaient vétustes et lisses. Des bûches bordaient le chemin d'un côté. Je remarquai les cendres d'un feu éteint. Ce fut tout ce que la lumière de ma lampe me permit de voir. Une petite table et une chaise étaient posées sur le chemin de planches. Je mis sur la table mon barda, m'assis. Je ne savais pas quoi penser de tout ça. À mon grand étonnement, il faisait beaucoup moins froid ici qu'à l'extérieur et c'était fort agréable. Assis sur ma chaise, plongé dans l'obscurité, je jetais des regards autour de moi, grignotais mon pain. Je restais dans cette position pendant 2 heures sans voir personne. J'avais presque fini mon pain et j'avais soif. Je me levais et me dirigeais vers l'endroit d'où provenait le bruissement de l'eau. Bientôt, je tombais sur une petite rivière. J'y plongeai ma cuvette de cuivre et sentis l'eau tiède toucher ma main. Mon Dieu, que se passe-t-il ? La surprise me fit oublier la soif. Je mis la main dans l'eau jusqu'au poignet. Le courant d'eau était tiède, tandis qu'à l'extérieur, il gelait et que la température descendait au moins à 25 degrés au-dessous de zéro. Quel miracle ! Je me souvins des bains d'eau sulfureuse de Tbilissi où les sources naturelles d'eau chaude empestaient les environs d'une odeur de soufre. Ici,
L'eau était inodore et semblait potable. Je la goûtais. Elle me parut buvable. D'un coup, je retrouvai ma bonne humeur. Sur le chemin du retour, je vis une étincelle briller et disparaître au loin, dans l'obscurité. Je me demandais si ce n'était pas un leurre, mais bientôt elle scintilla de nouveau et resta immobile. Je décidai d'avancer vers elle, fis le tour des faisceaux de bois, m'arrêtai. À la lumière de la lampe, je vis 3 cadavres, côte à côte, décharnés. Bonjour, merci beaucoup d'être là. Je ne vais pas prendre beaucoup de votre temps. Je vais poser la question à Teimour, la question qui revient régulièrement. Après la présentation de Maya, donc on sait que c'est un périple d'un personnage de Judée à travers l'URSS. Donc il traverse toute une époque et il traverse aussi la moitié de la planète qui fut ce ex-URSS. Donc ma question pour Teimour sera quelle est la part autobiographique de l'auteur dans ce roman? ავტობიოგრაფიული აქ ის არის, რომ 1-3 წელი ვწერდი რა. ამბავს რა. ამათან დამოკიდებულებაში. დანარჩენი პრინციპში ჩემი პირადი ბიოგრაფიიდან, არაფერი, აბსოლუტურად. Donc, Teimour dit que le livre n'est pas vraiment, donc l'histoire n'est pas basée sur son vécu personnel. C'est pas vraiment directement autobiographique. Il dit que l'élément autobiographique, ça serait que il a passé 3 ans à l'écrire, mais que c'est pas son vécu direct. ნუ ეხლა თავისთავად იქ ისტორიები რაც არის მოყოლილი და ამბები დაახლოებით ამდაგვარი რა თქმა უნდა ხდებოდა და მე იქ არაფერი არ მომიგონია თქვათ ახალი მე რაც ვიცოდი ფაქტები ჩემი მეგობრებისაგან ახლობლებისაგან ნუ ხა ისეთი სოციალური ფენა იყო თქვათ დაბალი უფრო სადაც აი ჩემი პერსონაჟები და თვითონ ჩემო ცხოვრებამაც გაიარა თავდასაწყისში ხოდა ეს ურთიერთობები ეს ამბები ცნობილი იყო არა ჩემთვის ის რაც ხდებოდა იქ რაც იქია დაწერილი არაფერი განსაკუთრებული და ახალი არ არის აბსოლუტურად და ის ისტორიები რაც ხდებოდა ის ჩემი მეგობრებს ჩემი მახლობლებს ძალიან ახლო მეგობრებს პრაქტიკულად მაგათი ისტორიებია რა თქო Donc, Teimour dit que même si directement c'est pas son vécu, ces histoires, il les a entendues pendant sa jeunesse, parce que c'est des histoires qui ont été vécues dans son quartier, par ses amis, par ses connaissances. Et pour lui, ces histoires n'étaient pas si surprenantes et si étonnantes que ça. Et que l'environnement dans lequel il a évolué, ses traversées, ses aventures de vie, en fait, cet environnement était jalonné par ces histoires qui arrivaient autour de lui. Donc pour lui, c'était quelque chose de assez naturel, disons comme ça. Donc... Juste, j'interviens avec une question parce que l'auteur dit modestement qu'il est un, disons, sténographe de sa société et qu'il a juste noté des histoires qu'il a entendues. Bien évidemment, c'est très modeste. On voit que dans le roman, il a deux espaces qui se construisent. Un espace, c'est la réalité dans ses moindres détails, et de l'autre côté, les histoires vertigineuses que vit Judée Andronikashvili. Et ma question, ce serait justement
justement, on comprend que l'expérience de la vie vous a fourni les matériaux pour décrire le réel, mais ces histoires rocambolesques qui touchent presque le fantastique, quelle était leur source? Est-ce que ce sont les fruits de votre imagination uniquement? Vous vous êtes inspiré d'autres romans, des récits des voyages? Si vous pouvez nous dire. როგორ გითხრათ რა. ჩემ ახალგაზრდობაში, იმ ქალაქში სადაც მე ცხოვრობდი, ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა მეგობრობას. მით უმეტეს იმ სოციალური ფენის, რომელსაც მე წარმოვიდგენდი. ნახევრად ქუჩაში დარჩენილი ბავშვები. ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა და მთავარი იყო ეს. და ჩემთვის კიდევ ის იყო მთავარი, რომ მის მანე ვიყავი, ჩვენი ფსიქოლოგიით და ჩვენი რაღაც წესებით ცხოვრების. და მეგობრობა იყო მთავარი ჩვენთვის. მე მახსოვს ერთი ჩემი მეგობარი. Temur, il dit que dans le quartier où il a grandi et dans son environnement, où ils étaient beaucoup livrés à la rue, les jeunes, l'amitié avait toute une importance, enfin très grande importance, et que c'était ce qui soudait vraiment les liens entre les gens. მახსოვს რომ აი როდესაც მეორე ფილმის გადაღებას ვიწყებდი ქართულ ფილმში მოვიდა ვიღაც ერთი კაცი ძალიან ისეთი იყო რა მეცნოთ ან მერს აღმოჩნდა ჩემი მეგობარი ბავშვობის რომელიც 18 წელიწად ეჯდა იმაში ციმბირში მე დაურეკეთ მეგობრებს მოგროდით უცებ ხო მე მოვეხმარეთ ბინა რაღაც ნუ რაც საჭირო იყო მაქსიმალურად ვეცადეთ ეთქეს მიბიდა და მეუბნება. აი ეს გოგახსოვს რომ მეკითხე. არ ვერ გავიხსენე. მე მითხრე ნუ მე გავიხსენე. მეთქი ის აღარ არის აქ წავიდა სადღაც. Donc il raconte une anecdote de sa vie où il était déjà un jeune adulte quand un ancien ami qu'il n'avait pas vu depuis 18 ans parce que cet ami était en prison pendant tout ce temps-là, qui a réapparu et puis tous les amis étaient très contents de le retrouver, donc ils l'ont accueilli, ils l'ont un peu aidé à s'installer et puis cet ami lui a parlé un soir d'une jeune fille qui était très jeune quand eux aussi ils étaient jeunes dans le quartier. Et il a demandé à mon père s'il se rappelait toujours de cette fille. Et mon père lui a dit que cette fille n'était plus là depuis très longtemps. ადამიანური იყო და ისეთი თბილი და გულისათქენი იყო რო უყურებდი რა. რო კინაღა მეავწერდი რა. Donc უყარდა ის გოგო და ნუ დაიკარგა რა მის ცხოვრება. Donc la personne en question était plus en vie. En fait, la jeune femme était décédée. Et 18 ans après, son ami qui est revenu dans le quartier a demandé à Temur. Ils sont allés tous les deux. Puis ils ont passé pas mal de temps sous son balcon à elle. Et puis Temur a dit qu'il a ressenti énormément de chagrin et tristesse chez cette personne qui a perdu 18 ans de sa vie. Et pendant ce temps-là, il y a des gens qui l'ont aimé qui ont disparu. Et en disant en assistant à cette scène-là, il a été très ému. Et puis il a vu aussi cette... pas l'ironie, mais la tristesse de la vie, les tours que la vie peut nous jouer dans nos destins. C'est ces genres d'histoires qui constituent ce livre, en fait. Les gens qui reviennent sur leurs pas, qui ont raté peut-être quelque chose à un moment dans leur vie, qui se sont retrouvés ailleurs, et cet ailleurs a façonné, jalonné leur vie. როგორ გიხათა იმ დროს მაგალითად ხო აი არ იყო ოჯახი ნუ სამი ოჯახიდან ორი აუცილებლად ვიღაც იყო ციხეში ნამყოფი პატიმარი ესე დრო იყო და ამიტომ ციხეში ნამყოფი კაცი საზოგადოებაში იწვევდა თანაგრძნობას
როგორც უსამართლობის მსხვერპლი, რაღაც დაახლოებით ეგეთი განცდა იყო მაგათთან. ის არ იყო რაღაც ისეთი ზიზღი და ეს როგორ რაღაც საცოდო როგორი მოვლენაა რაღაც ორი. Timur, il dit que dans sa jeunesse, il y avait beaucoup de gens, beaucoup de familles qui avaient quelqu'un qui avait fait la prison pour des différentes raisons et que un criminel repenti ou un ancien tolard, disons comme ça suscitait dans la société beaucoup de compassion. Et il n'y avait pas un jugement très sévère de quelqu'un qui aurait dévié d'une certaine normalité, mais il y avait beaucoup de compassion et soutien aussi dans l'environnement. Il s'est senti moins rejeté. Et il dit que ces personnages sont ces gens-là, exactement, qui ont traversé ces vies-là, et il parle de cette société-là. Il dit plus il y a des règles et des lois, plus il y a des règles et des lois, plus il y a des criminels. Et il dit pendant l'URSS, il y avait peut-être un peu trop de lois et trop de restrictions. Donc ça produisait d'autant plus de criminels. Voilà. Je voudrais justement profiter de ces rebondissements pour poser une question. Vous jugez jamais vos personnages. Hein? Vous les décrivez avec leurs défauts et leurs vertus. Sans apporter un jugement, vous croyez que j'ai l'impression que vous croyez que chaque homme, au fond de lui-même, apporte une étincelle qui ne s'éteint jamais. C'est une étincelle de bonté. Et voici justement la phrase prononcée par le protagoniste, Judée. Au moins une fois dans sa vie, n'importe quel homme, peu importe sa condition et sa nature, ressent le besoin de faire œuvre de miséricorde. Et ces paroles rejoignent celles du père du film Soleil des Insomniaques. Sache que chaque homme a quelque chose qui peut inciter à aimer, au moins à le prendre en pitié. Vous avez vécu des moments, j'imagine, difficiles dans votre vie. Vous avez assisté, vous étiez témoin des moments bouleversants de l'histoire. Est-ce que vous gardez toujours cette confiance en l'homme? Est-ce que rien n'a ébranlé votre idée de grandeur de l'homme? ის რომ ნებისმიერ ადამიანს როგორიც არ უნდა იყოს რაღაც სიკეთის რაღაც თავის დაუნებურად შეიძლება მოუნდება სიკეთის გაკეთება ამის ბჟერა როგორიც არ უნდა იყოს რომელმა შეიძლება 1000 რაღაც ბოროტება ჩაიდროს მაგრამ რაღაცა მომენტი აქვს ის სიკეთის აი გაკეთების რაღაც განცდა ამის ბჟერა Timur croit profondément qu'à un moment donné, n'importe quel être humain a envie de faire quelque chose de bon. Et il dit, malgré la vie que les gens peuvent mener, malgré leurs actes, et puis malgré leur personnalité, il y a toujours un moment dans la vie des gens où ils prennent une décision de faire quelque chose de bon. ადამიანი როგორ დიდ გაუგებრობაში ცხოვრობს არა შვაში ერთი არის საიდან მოვიდა როგორ გაჩნდა და მეორე არის სად მიდის მაგის არავის არაფერი არ უკითხია და ამ ორ გაუგებრობას შორის დაბორიელობს რა კანას Un être humain ne sait pas d'où il vient. Il ne sait pas vraiment vers comment il va finir, vers où il va non plus. Donc c'est entre ces deux malentendus, il erre durant sa vie. ხოდა ის რომ სიყვარულს და სიკეთეს რაღაცნაირი მთავარი მნიშვნელობა აქვს სიცოცხლისთვის რომ აზრი კონდეს ცხოვრებას ამ გაუგებრობაში არის აუცილებელი Et il dit pour que cette malentendu dans lequel on erre durant notre vie, pour que cette malentendu prenne sens, il faut qu'il y ait l'amour. Parce que l'amour, c'est quelque chose qui donne le sens et qui justifie justement cette errance.
Alors, il y a un moment, le personnage de Judée, dans le livre, dit que la seule façon, l'unique façon dont il a participé à sa propre vie, c'était de ressentir les sentiments qu'il a ressentis, ressentir ses émotions. C'était sa seule participation à sa propre vie. Et pourtant, il vit des histoires rocambolesques, et puis à chaque fois, il réussit par une force que je ne saurais pas définir, de survivre et d'échapper à des dangers. Donc ma question pour Teimour, ça serait quelle force l'aide à sortir de ces histoires? Serait-ce l'amour ou l'espoir, ou qu'est-ce qui sauve Judée dans ses parcours? არ ვიცი, აბა ჩემ ეხმარება ამ ბრძოლაში და ამ ცხოვრებაში და ამ გაუგებრობაში. რა თქმა უნდა, ბედისწერა დაულაგა ყველაფერი თითქოს რა. რა ვიცი. მე ძალიან ბევრი ადამიანი ვინახია, რომელსაც აი კატეგორიულად ჯერა ბედისწერის და სხვათა შორის მეც მჯერა. არის ესე რა. და ერთი ადამიანის ბრალი არაფერი არა არასოდეს. არც კარგი და არც ცუდი, რაღაც ძალიან დიდი ნაწილი ადამიანების მონაწილეობს რაღაცა მოვლენების, აი რაღაც სხვადასხვა მოვლენების მონაწილეობს რაღაც ერთ კონკრეტულ მომენტისთვის. Donc Teimour dit qu'il croit beaucoup, et puis autour de lui, il a croisé les gens qui croient beaucoup au destin, et que son personnage, c'est quelqu'un qui est entre son destin et la fatalité, qu'il traverse sa vie. Et Teimour dit qu'il n'y a pas, dans la vie de chaque personne, une seule personne n'est responsable complètement de ce qui lui arrive. Il y a toujours beaucoup de gens qui sont impliqués pour qu'un moment, un événement se produise dans nos vies. Donc cette implication, cette constellation, disons, des personnages, de personnes dans la vie, ça produit un événement et des moments décisifs dans nos vies très souvent. Et je vais continuer un peu la question que Sophia a posée. Justement, vos personnages sont pris en tenaille entre leur propre conscience et le destin. Et la vie, finalement, c'est des coups de hasard. Souvent, on assiste aux coups de théâtre complètement inattendus. Et ce qui est intéressant, que les événements de destin sont souvent annoncés par des rêves. Le rêve, pour vous, ce n'est pas, vous n'avez pas l'intérêt pour l'inconscience, l'intérêt, disons, psychanalytique pour le rêve, mais c'est plutôt un rêve, l'intérêt qui existe pour le rêve dans la culture orientale. Le rêve comme annonciateur des événements, le rêve prémonitoire. Et quand j'ai vu les titres du roman, ça m'a fait penser justement le rêve de Joseph biblique qui rêve pour la première fois des gerbes de bleu et la deuxième fois de la lune, des étoiles et du soleil qui se prosternent devant lui. Et je voudrais vous demander pourquoi avez-vous choisi ce titre et est-ce qu'il a une symbolique quelconque? რაც შეეხება სიზმარს, ესეთი იმპერატორი იყო რომში, სულა. ის ამბობდა, რომ არაფერი ესეთი ნამდვილი არ არის, როგორც სიზმარიო. მაგრამ უბრალოდ შეგეძლოს უნდა მაგის დანახვა და განცდავა რა, სწორად. მე მეთახმები მაგას. Un des grands empereurs romains disait que rien dans la vie n'est aussi réel qu'un rêve. Donc Teimour, il dit qu'il est absolument d'accord et puis il aime aussi prendre la vie par ce biais-là. სიზმარი ესეთი ნაწილია სიცოცხლის, რომ
ადამიანების დიდი ნაწილს რაღაც უყურადღებოდა ყავს ეგ. რაღაც ისე სხვანაირად. ამ დროს ეგრე არაა საქმე. On a l'habitude de négliger les rêves, hein, les êtres humains, mais il dit qu'il s'agit d'une grande partie de notre vie qui n'est pas négligeable, justement. რა შეიძლება სათაურს. როგორ გითხრა რა. მე ვარ მთებიდან სვანეთში ხო, სვანეთის მთებიდან. და მყავდა ბებია, სონიჩკაი. Temur vient de la montagne, de la région de Svaneti, en Géorgie, et il parle de sa grand-mère. და თელი ცხოვრება ვამაყობდი იმის რომ სვანი ვარ და ეხლაც ჩემთვის ყველაზე მთავარია. ხო და აი ბებია ჩემი მახსოვს, ძალიან მეყვარდა. და ამბობდა ადამიანისთვის აი მზევო იცი რა არისო შილო. აი მთვარე რა არისო და აიო პურიო ხედავ პურის პატარა ყანა ის სვანეთში ძეგლად მოდის ეგეთი რამე. აი ნახეო ეს ხო და ეს ისე მთელი ცხოვრება მქონდა ჩარჩენილი რა. ხო და მე რაღაცა სევდიანი ამბავი რომ მოვიდა. მეთქი დაბარქები მას რაღაც ბებია ჩემი იძახოდა რომ აი ბზე, აი მთვარე და აი პურის ყანა. სვანში ყველგან პური არ მოდის, მაგრამ ჩვენ გორაკზე მოდიოდა იქ და აი ეგ იყო რასო. რაღაც დიდი ფილოსოფია არ ჩამედია მაგაში. Donc, რაღაც ემოცია, რომელიც ჩემთვის ძვირფასი იყო და მურჩი. elle dit que le titre vient pas vient d'un souvenir très anodin de son enfance. Il est donc de la région de montagne et dans la région de montagne d'où il vient vivait sa grand-mère. Et puis la grand-mère, elle avait l'habitude de dire dans la vie ce qui compte, c'est le soleil, la lune et entre deux un champ de blé. Et il dit que dans cette région-là, il n'y a pas beaucoup de champs de blé, il n'y a pas beaucoup de blé qui pousse, mais près de chez eux, il y avait une petite pente sur la montagne sur laquelle il y avait un champ de blé. Et pour lui, ça a pris quelque chose d'un peu, un peu émotionnel et un peu une référence un peu philosophique de sa grand-mère. Et parce que justement, vous avez évoqué votre enfance et je voudrais vous poser encore une autre question. La relation la relation père-fils apparaît en filigrane tout au long du roman. Et bien évidemment, c'est un thème important de la littérature, c'est un thème ancien de la réflexion humaine. Il suffit de penser au fils prodigue ou Oedipe. Et visiblement, ce thème ne vous laisse pas indifférent. Dans Le Soleil des Insomniaques, la relation père-fils occupe une place importante. Si ce n'est pas indiscret, est-ce que vous pourriez continuer vos souvenirs et nous parler de votre père? Quels sont les souvenirs que vous gardez de lui? Mama რა ვიცი, მამაზე. მამა არის და დედა ადამიანისთვის მაგას არ თუნდა ხმე რა. უმთავრესი რამე და უმნიშვნელოვანესი და რა ვიცი რა. ყველა ისეთი რა. გზნობა იყრის თავს ხო რაღაც კონცენტრაცია არის. Désolé, je vous coupe, mais juste je voudrais dire que la relation père-fils est extrêmement complexe. Dans les romans, on voit les dégoût, pitié, compassion, amour, tendresse, tout s'y mêle. C'est cette complexité qui est aussi très intéressante. ურთიერთობა არ გავს სხვა ორი ადამიანის ურთიერთობას. თქვათ ხუთი შვილი ყავს ოჯახს, ხო მე მინახია რა. მშობლებთან ყველას რაღაც თავისებური დამოკიდებულება აქვს, ინდივიდუალური. ეს როგორ მოდის, რაფერ მოდის, ეს სხვა არის, არ ვიცი მაგას. თავის ახსნა აქვს ალბათ. და ის რომ მამას და შვილს თქვათ ამ მოცემულობაში, ამ სიტუაციაში, თქვათ ეგეთი დამოკიდებულება აქვს.
ნაწილობრივ ცოტა მათივრალია და დანარჩენი სოციუმის სადაც ისინი არსებობენ რა მე ესე მგონია. Alors, la relation complexe qui existe entre Judée et son père, pour Temur, alors il y a forcément la particularité, la singularité de leur relation, mais il y a aussi la société dans laquelle ils vivent, et puis peut-être le contexte matériel aussi, qui conditionne beaucoup. Et qui influe sur leur relation. Et il dit également que même si on a 4 ou 5 enfants, la relation est différente du père avec chacun de ses enfants, ou de la mère peut-être aussi, mais il parle plus du père. Et il dit qu'il n'y a pas deux relations qui se ressemblent. Donc forcément, ça implique l'individu, les deux individus, et ça définit la nature de la relation. Voilà, justement, on a parlé de relations, de ces sentiments filiales, de relations père-fils, etc. Sonia, vous qui êtes la fille de Temur Babuani, maintenant vous êtes restée assez discrète jusqu'à là. Et maintenant, c'est à vous la question. Qu'est-ce que ça signifie être la fille de Temur Babuani et quel est le rôle de la tradition familiale? Parce que dans votre famille, tout le monde a lié sa vie au cinéma. Quel est le rôle de la tradition familiale dans votre choix professionnel, dans votre carrière, si vous pouvez nous parler un petit peu de ça. Alors, être la fille de Temur, c'est-à-dire Temur, c'est une personnalité qui est très, comment dire, fort et puis imposant, et puis comment dire, pour nous, c'est le plus jeune de la famille. Hein? Et c'est une figure centrale. C'est une figure centrale, et ce qui est très intéressant moi, c'est vrai que nous, on a beaucoup été sur le plateau de tournage quand il tournait. En fait, notre vie était régulée par rapport au travail de Temur. Par exemple, il écrivait à la cuisine, il travaillait beaucoup à la cuisine, et personne n'avait le droit de rentrer à la cuisine quand il travaillait. Donc, même nos repas étaient un peu construits autour du rythme de travail de Temur, sauf ma mère qui pouvait rentrer, mais nous chercher de l'eau ou quelque chose de très rapide. Donc, toute notre vie, c'est vrai, était construite autour d'écriture de Temur, autour de sa création. Et puis, comme une personnalité assez complexe, et puis très coloré, disons comme ça, il reste quelqu'un d'extrêmement intéressant, et puis qui défie beaucoup. Il aime beaucoup défier ses enfants. Il vérifie nos limites, et les siens aussi, je crois, régulièrement. Donc. Et vous n'avez pas parlé de votre carrière professionnelle? Oui, ma carrière professionnelle, je ne sais pas si... je pense forcément que le cinéma, c'était quelque chose... C'est un mode de vie. C'est un mode de vie. Tout dépendait. Ma mère raconte souvent l'histoire, une petite anecdote comme ça, que... quand on était petit, mon père a ouvert le frigo, il a regardé à l'intérieur, c'était vide, et il a dit « il faut que je me mette à écrire », et il a fermé le frigo. Donc, en fait, toute notre vie était autour de sa création, et forcément, je pense que ça a influencé, parce qu'on lit beaucoup les projets de l'un de l'autre, on est très impliqué dans la création de chacun, même quand on ne demande pas, on nous demande de lire, donc on est très sollicité, on est très impliqué. Et je pense qu'en Géorgie, en général, il y a une culture où le cinéma est une affaire familiale. Parce que la famille aussi peut travailler gratuitement, très souvent aussi, il faut le dire. Et puis, va faire des heures supplémentaires, va travailler la nuit, et ainsi de suite. Ce que je voulais dire, c'est que moi, je vais demander à Temur comment lui, il a vécu ce moment de création, sa façon de fabriquer, travailler... dans son environnement, en fait. C'est quoi sa version?
ეძება რა თქვა. მაგაზე ესეთი პასუხი არ მაქვს რა. აი ჩემი შემოქმედება. მე ყოველთვის ვაკეთებდი იმას, რაც მინდოდა რა. და რაც არ მინდა იმას ვერ ვაკეთებ, არ გამომდის. Temur, il dit que alors il pourra pas répondre exactement sur sa façon, son rapport à sa créativité, parce qu'il dit qu'il a toujours fait ce qu'il a voulu faire, il a jamais su faire ce qu'il ne voulait pas faire. Donc, avec cette équation, on arrive à son œuvre. ასე რომ აი როგორ ხდება, რატომ ხდება, არ ვიცი, მაგრამ აი რო ხდება ეს არის და ნუ ჩემთვის არის ძალიან Alors, ce qui l'intéresse beaucoup, il ne sait pas comment et pourquoi les choses arrivent, mais ça l'intéresse beaucoup le moment où ça se passe. Et le moment où il a envie de faire des choses et quand il fait des choses. Voilà, c'est le présent dans la créativité. Je ne sais pas combien il nous reste de temps. On a une dizaine de minutes. J'ai déposé j'ai peur que les temps passent vite, comme ça je me dépêche pour poser des questions. Et on voit que pour Judée, le personnage, la vie est une épreuve. Il passe d'épreuve en épreuve. Et ça m'a fait penser à notre poète Vajeb Shavela, le poète géorgien du 19e siècle, qui compare la vie à un tournoi et qui dit qu'on passe des épreuves et finalement le gagnant c'est lui qui peut garder sa dignité humaine jusqu'au bout. Pour ceux qui peuvent comprendre en géorgien, je vais lire la citation, c'est un poème écrit en 1910. Საასპარეზოდ მოგცა უფალმა წუთი სოფელი ადამიანთა გამოცდა არის ჩვენთვის სიცოცხლე ასე უცნია კაცთა ჭკვიანთა საასპარეზოდ გვაქვს ეს სოფელი დაეშურენით მიიღეთ ჯილდო და ვინც ბიჭი ხარ უნდა ეცადო კაცურ კაცობა მამაცად ზიდო. Êtes-vous d'accord avec cette conception de la vie? Est-ce que pour vous, la vie est une épreuve et le gagnant est celui qui a su garder jusqu'au bout ses valeurs morales, sa dignité humaine? Non. Dire. Il dit avant d'être d'accord avec quelque chose, il faut que ça soit acceptable et ça nous plaise. ეს ის კულტურაა, რაც ჩვენ გაგვაჩნია ქართველებს. განსაკუთრებით მთიელებს. რითაც ჩვენ ცხოვრობდით და რაც ჩვენთვის იყო მთავარი. მე ვფიქრობ, რომ მორალი არის ერთი. რაღაც ერთი პედესტალი აქვს მორალს, მაგრამ მორალისადმი დამოკიდებულება არის ინდივიდუალური, ხო? რამდენი? ქართველი თვითონ რაღაცა ის პასეულობა არის ერთი მთავარი. ხო და აი ეს ღირსების განცდა, რაც ვაჟებ შეველას ასე გულის ტკბილით და ძალიან ისე ღირსებით აქვს მოწოდებული თავისი პოემებიდან. ჩვენთვის ძალიან ძვირფასია და ძალიან მნიშვნელოვანია. მე მარტო კი არ ვეთანხმები, როგორ გითხრათ, მიხარია, რომ Alors, Vajab Shavela est un écrivain qui vient de la région de montagne aussi, qui a beaucoup écrit sur les valeurs, les traditions de montagne. Il a pu aussi redonner la vie, a fait parler la nature, les animaux ou les arbres et les plantes. Et puis, c'est un grand écrivain qui est un porteur de certaines valeurs et puis qui essaye de garder la dignité pour la nature ainsi que pour les êtres humains. Et Temur dit que cette question de valeurs humaines sont essentielles pour lui et même c'est un peu l'essence de la culture géorgienne sur lequel se base peut-être, je ne sais pas si on peut dire notre mentalité ou une façon d'appréhender le monde. Et il dit qu'il est absolument d'accord et que l'humain doit garder sa dignité pour vivre et pour continuer d'exister.
Si tu as des questions, il nous reste juste quelques minutes. Je ne voudrais pas perdre ces temps pour... je pense que ça fait plaisir au public entendre cet homme extrêmement discret. J'imagine qu'il vous a déjà conquis parce qu'il est discret et il sait comment faire des films, il sait comment écrire, mais il répond toujours d'une manière très modeste, vous avez sans doute constaté. Et quand on lit son livre, je ne sais pas, peut-être c'est juste mon impression, on a un sentiment comme si on s'est transformé en un spectateur qui voit un film, mais ce film est étrange, c'est un peu le néoréalisme d'Antonioni peut-être, c'est un peu les films noirs à la Fritz Lang ou pourquoi pas à la Hitchcock, et un western de John Ford, c'est-à-dire avec plusieurs éléments qu'il manie très bien et qu'il coordonne très bien, qu'il harmonise. Et justement, est-ce que le film, en général le cinéma, a été une source de l'influence pour votre écriture? არ ვიცი, რამდენად გქონდა ვთქვათ კინოს ჩემ რომანზე გავლენა. შეიძლება გქონდა, იმიტომ რომ მე მაგალითად სკოლაში უფრო ნაკლებად მივლია ვიდრე კინოში. სულ დავდივდით კინოში. Temur, il dit, il ne pourrait pas dire exactement quelle était l'influence du cinéma sur son écriture, mais il sait qu'il est plus allé au cinéma qu'à l'école, donc il dit que forcément le cinéma a eu beaucoup d'influence sur son écriture. აი, ჩემ დროში ბავშვობაში საბჭოთა კავშირი რო იყო. მაშინ იყო ესეთი წესი, 300 ფილმი გამოდიოდა ყოველ წელს ეკრანებზე საბჭოთა კავშირში. Alors, durant l'URSS, il y avait 300 films, nouveaux films qui sortaient par an. 300 de production soviétique. 300 ფილმი. 150 ყიდულობდნენ სოფლიოში სხვადასხვა ადგილიდან და 150 თვითონ იღებდა ქვეყანა, საბჭოთა კავშირი. Donc 150, c'était sur ces 300, 150, c'était des achats de films étrangers, la distribution étrangère, et puis 150 étaient les films de la production soviétique. იმ ნაკეთ ფილმებს თქვა საზღვარგარეთიდან მე ჭრიდნენ, იყო რაღაც სცენებს იღებდნენ, არგებდნენ რაღაც თავიანთ ასე თქვა იდეოლოგიას, მაგრამ ასე თუ ისე მაინც საინტერესო იყო და რაღაც შინაარსი და ხარისხი მაინც რჩებოდა რა. Donc il dit que les films étrangers étaient souvent remontés ou découpés. Enfin, disons, on retirait certaines scènes qu'on trouvait pas très montrables pour le public soviétique. Donc les films étaient légèrement retouchés, mais il dit que derrière, on devinait quand même le sens et l'intérêt artistique ou autre que le film aurait pu porter. უფრო დაბა, თავარი ცენტრალური ქუჩა იყო იქ, ქალაქის რუსთაველი. ამ ქუჩაზე მარტო იყო 9 კინოთეატრი. 9 კინოთეატრი. თავისი კლუბებით ყველაფერი და მეტიც. Il dit que sur les grandes avenues Roustaveli, qui est l'équivalent des Champs-Élysées à Tbilissi, il y avait 9 salles de cinéma et clubs de cinéma. და ყოველ Il dit tous les lundis et les jeudis, donc dans son enfance, il y avait des nouveaux films qui sortaient. Il dit qu'ils avaient la possibilité de retourner et regarder les films plusieurs fois, les mêmes films. Ils avaient tout vu dans la semaine, donc ils seraient demandé qu'est-ce qu'ils allaient revoir. Il y avait le cinéma et le football. Il dit, et entre deux, il y avait le théâtre. Il dit forcément il y a eu là une narration qui s'est décantée, une culture qui s'est décantée chez lui pour écrire ce livre. Je pense qu'il nous reste quelques minutes. J'aimerais bien donner la parole au public. Peut-être il a des questions.
Attendez, je vous donne. C'est très simple. Je voudrais savoir si vous avez un projet de faire un autre film bientôt. ისე ნახოთ როგორ იქნება რა. ეხლა გადაწყვეტილი რომ ეს გადავიღო ეგეთ რამე არა მაქვს. მაგრამ სცენარებს წერ. სცენარებს ვაკეთებ. ხო. ნუ ნახოთ. ერთი თემა მაქვს. არ ვიცი ჯერ. Il dit, დიდი სურვილი არა მაგ ამ თვეში. il dit qu'il n'a pas pour le moment un projet concret, même s'il continue à écrire des scénarios, mais il sent pas là, tout de suite la nécessité de faire un film. Donc ça viendra quand ça viendra. Voilà. Bonjour, j'ai juste une question. Si on imaginait le personnage Judé en fait à la fin de sa vie, en fait il jeterait son regard, si vous voulez, sur la vie passée. Et quelle serait sa dernière phrase, sa dernière pensée sur sa vie, je dis. არ ვიცი. წარმოადგენ არა, ვერ მოგატყუოთ. En général, avec l'autofiction, la narration, c'est jamais fini. Le personnage ne meurt pas. Et c'est justement, on a toujours cette question. Qu'est-ce que ça peut être après? Comment ça peut être? C'est justement ces Mais questions. Temur dit qu'il n'a aucune idée quelle serait sa dernière pensée. Voilà. Merci beaucoup, merci pour votre présence. დიდი მადლობა მოგდანებისთვის. მადლობა ყველას, ვინც აკახეთ. ქალბატონ თეას, ქალბატონ ქეთის, ბატონ გოჩას და თქვენ ყველას. ვერთმას უსიკეთე და სიღარული მოგწეთ და როგორ გითხრათ რა? ჩემზე უფრო ცუდ კაცთან დრო არ დაგეკარგოთ. უკეთესებთან, პაჟალსტა. კარგად იყავი. Que vous passiez toujours des meilleurs moments avec des gens encore mieux que moi. Voilà, c'est son souhait.